l'archétype de la rencontre destinée. Quand l'âme reconnaît son miroir, quand deux personnes sont destinées l'une à l'autre, il se produit toujours exactement une chose. Beaucoup croient que le destin ressemble à un bonheur immédiat. Deux personnes se rencontrent, tout s'accorde, et la vie devient soudain facile. Mais le véritable destin ne fonctionne pas ainsi. Le véritable destin bouleverse d'abord ta vie, car lorsque deux personnes sont vraiment faites l'une pour l'autre, l'univers ne les pousse pas trop vite vers l'amour. Il les sépare, brise leurs illusions et les reforme individuellement. Et c'est exactement cette chose-là qui arrive toujours. L'amour destiné ne commence pas par l'union, il commence par la reconnaissance. La reconnaissance. Premier éveil de l'inconscient collectif. Le premier signe d'une connexion fatale n'est pas la paix, mais la reconnaissance profonde. Tu rencontres quelqu'un et quelque chose en toi réagit avant même que ton esprit conscient ne comprenne pourquoi. Ce n'est pas ton ego qui parle, c'est ton soi profond qui reconnaît en l'autre un fragment de sa propre totalité encore non intégrée. Tu ne te sens pas forcément en sécurité, tu ne te sens pas forcément certain, mais tu te sens vu d'une manière qui te trouble et cela déroute profondément, car la plupart des gens pensent souvent que l'amour devrait t'apaiser, te rassurer, te confirmer dans tes défenses habituelles. Pourtant, le destin archétypal est souvent perturbant, pas parce que la personne n'est pas faite pour toi, mais parce qu'elle voit des parties de toi dont tu t'es toi-même longtemps enfui. Elle perçoit ton ombre avant que tu ne la reconnaisses. Elle active des archétypes profonds que tu as réprimés. Elle touche des blessures que tu as soigneusement cachées sous des masques de persona bien construits. Cette reconnaissance initiale n'est pas romantique au sens conventionnel. C'est psychologique. C'est un appel de l'inconscient à l'inconscient. C'est l'âme qui dit « Voici un miroir qui ne ment pas, un miroir qui reflète non pas ce que tu prétends être, mais ce que tu es réellement dans ta complexité la plus totale. » Et ce miroir fait peur, car regarder vraiment son reflet psychique demande un courage que peu possède au premier regard. Prenons un instant pour laisser cette vérité s'installer. Respire profondément, sans cette tension entre désir de fusion et peur de dissolution. Il y avait une architecte de 47 ans, spécialisée dans la restauration de bâtiments historiques. Son travail consistait à préserver les façades anciennes tout en rénovant l'intérieur. Une métaphore parfaite de sa vie émotionnelle. Pendant 23 ans de mariage, elle avait maintenu une façade impeccable. Épouse dévouée, mère attentive, professionnelle respectée. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était lentement effondré. Une sensation de vie non vécue, un manque qu'elle ne pouvait nommer. Elle rencontra un restaurateur de vitraux lors d'un projet commun. Leur première conversation dura 4 heures. Pas de flirt, pas de jeu de séduction, seulement une reconnaissance mutuelle si intense qu'elle en fut physiquement troublée. Une chaleur étrange dans la poitrine, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'adolescence. Ce qui la dérangeait le plus, il voyait à travers ses défenses professionnelles. Il remarquait quand elle se cachait derrière le jargon technique. Il percevait sa tristesse sous les sourires polis. Il lisait son épuisement émotionnel dans la manière dont elle organisait obsessivement chaque détail du projet. Elle commença à éviter les réunions où il serait présent, trop dangereux, trop révélateur, car cette reconnaissance n'activait pas son désir de fusion romantique, elle activait sa peur de se voir réellement, de reconnaître que depuis 2 décennies, elle vivait une vie construite sur des devoirs plutôt que sur des choix authentiques. 3 mois plus tard, le projet terminé, ils cessèrent tout contact, pas par décision consciente, mais par nécessité psychique.
chacun retourna à sa vie. Pourtant, quelque chose avait irréversiblement changé en elle. Elle commença à remarquer comment elle se trahissait dans les petites décisions quotidiennes, comment elle étouffait systématiquement ses vraies préférences, comment elle avait construit toute son identité autour des attentes des autres. Cette reconnaissance mutuelle de quelques mois avait déclenché un processus d'individuation qu'elle ne pouvait plus arrêter. 2 ans plus tard, elle entama une thérapie jungienne, pas à cause de lui, mais à cause d'elle-même. La rencontre avait simplement révélé ce qui était déjà là, attendant dans l'ombre, une âme étouffée qui demandait enfin à respirer. Ce que cette histoire révèle sur le destin, certaines personnes n'entrent pas dans ta vie pour y rester, mais pour réveiller des parties de toi qui dormaient sous anesthésie sociale. Leur rôle n'est pas de te compléter, mais de te déranger suffisamment pour que tu entreprennes le voyage vers ta propre complétude. Pourquoi les personnes liées par le destin restent rarement ensemble au début? Quand 2 personnes sont destinées l'une à l'autre dans le sens psychologique profond, la vie les sépare presque toujours d'abord. Cette séparation n'est pas un hasard cruel du sort. Elle n'est pas une erreur cosmique. Elle n'est pas une punition divine. Elle se produit parce que l'un porte encore de vieilles blessures émotionnelles non intégrées. L'un a peur de la vulnérabilité qui accompagne toute vraie intimité. L'un n'a pas encore appris l'estime de soi nécessaire pour recevoir un amour authentique. L'un aime par peur de l'abandon plutôt que par plénitude intérieure. Parfois, les deux sont encore inachevés psychologiquement, et les personnes inachevées se blessent même avec les meilleures intentions. Leur inconscient, non travaillé, projette sur l'autre des contenus qui ne lui appartiennent pas. Leurs complexes s'entrechoquent, leurs ombres se combattent. Alors le destin intervient comme une force régulatrice de la psyché collective. Il dit « Pas encore, vous détruiriez cela si vous l'aviez maintenant ». La douleur de la séparation fait partie de l'architecture psychique de la transformation. Elle n'est pas périphérique, elle est centrale. Elle n'est pas accidentelle, elle est essentielle, car seule la distance permet parfois de voir clairement ce qui était trop proche pour être perçu. La douleur différente, quand l'âme perd son miroir, quand des personnes liées par le destin archétypal se séparent, la douleur est qualitativement différente. Ce n'est pas seulement un chagrin d'amour ordinaire, pas simplement la nostalgie d'une présence familière. C'est une désorientation ontologique. Tu ne manques pas seulement à la personne, tu as l'impression qu'une partie de toi-même manque, comme si un organe psychique avait été retiré, comme si une fonction de l'âme s'était soudainement éteinte. Ce n'est pas de la codépendance, même si cela peut y ressembler superficiellement. C'est quelque chose de plus profond et de plus ancien, car les connexions destinées ne s'attachent pas à ton ego superficiel, à ta persona sociale, à tes mécanismes de défense habituels. Elles s'attachent directement à ton chemin d'individuation, à ta quête de totalité, à ton devenir soi. Leur perte t'oblige à affronter exactement ce que tu as évité jusqu'ici, avec une habileté inconsciente remarquable. Ta peur primitive de l'abandon qui remonte peut être à des générations, ton besoin compulsif de validation externe qui masque un vide intérieur, ton schéma répétitif de sacrifice de toi-même pour mériter l'amour, ta fuite systématique devant la responsabilité émotionnelle authentique. Cette douleur n'est pas là pour te détruire, même si elle en a temporairement l'apparence. Elle est là pour te réveiller de ton sommeil psychologique. Elle est là pour forcer la confrontation avec ton ombre. Elle est là pour obliger l'intégration de contenus inconscients. Arrête-toi un instant. Sens cette douleur différente si tu l'as déjà connue. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une initiation. L'amour destiné force un changement intérieur.
Même dans le silence, voici la partie la plus étrange et la plus révélatrice de la dynamique archétypale. Même après la séparation physique, sans contact matériel, même lorsque la raison consciente dit fermement que tu devrais passer à autre chose et reconstruire ta vie ailleurs, tu changes, tu deviens progressivement plus conscient de tes mécanismes inconscients, plus sélectif dans tes choix relationnels, plus honnête émotionnellement avec toi-même et les autres. Des comportements que tu tolérais auparavant dans tes relations te semblent soudain profondément faux, comme des violations de ton intégrité psychique. Des personnes que tu poursuivais autrefois avec ardeur ne t'intéressent plus du tout. Leur superficialité devient transparente. Leurs jeux émotionnels deviennent visibles et repoussants. Tu commences à chercher la profondeur psychologique plutôt que l'attention sociale, l'authenticité plutôt que la validation, la vérité intérieure plutôt que le confort extérieur. Et tu ne te rends pas toujours compte consciemment que cette croissance psychologique a commencé précisément grâce à cette rencontre déstabilisante, que cette personne a activé en toi un processus de transformation qui continue même en son absence physique, car les connexions archétypales ne dépendent pas de la proximité physique pour exercer leur influence transformatrice. Elles travaillent dans les profondeurs de la psyché, là où l'espace et le temps ont des significations différentes. Tu n'es pas obsédé, tu réfléchis. Les connexions destinées au sens jungien ne provoquent pas d'obsession pathologique, mais une réflexion productive. Il y a une différence cruciale que beaucoup ne perçoivent pas. L'obsession est compulsive, répétitive, stérile. Elle tourne en boucle sur les mêmes pensées sans produire de transformation. Elle est alimentée par l'ego blessé qui refuse d'accepter la perte. La réflexion est contemplative, évolutive, fertile. Elle approfondit progressivement la compréhension. Elle produit des insights nouveaux. Elle transforme la douleur en sagesse. Tu penses à elle dans des moments de croissance intérieure significative, dans des nuits silencieuses de confrontation avec toi-même, dans des percées émotionnelles où tu comprends soudain un schéma ancien, non par solitude névrotique ou dépendance affective, mais parce que ton âme reconnaît instinctivement qu'il reste encore des leçons psychologiques à apprendre de cette rencontre, que cette personne représente quelque chose de plus grand qu'elle-même, qu'elle incarne un archétype qui demande à être intégré. Ce n'est pas un attachement malsain au sens psychopathologique. C'est une intégration progressive au sens du processus d'individuation. Il y avait un chirurgien orthopédique de 50 et 1 an habitué à contrôler chaque variable. Son métier consistait à réparer des structures osseuses brisées avec une précision millimétrique. Planification méticuleuse, exécution parfaite, résultat prévisible. Sa vie personnelle suivait le même protocole. Tout était organisé, structuré, maîtrisé. Ses émotions étaient compartimentées comme les sections de son agenda. Pas de place pour l'imprévu, pas de tolérance pour l'ambiguïté. Il rencontra une violoncelliste lors d'un concert de charité médicale. Elle improvisait une partie de sa performance. Pas de partition stricte, seulement un dialogue avec la musique elle-même. Cette spontanéité le fascinait et le terrifiait simultanément. Ils commencèrent à se voir. Chaque rencontre le déstabilisait profondément. Elle vivait dans l'instant présent d'une manière qu'il ne comprenait pas. Elle acceptait l'incertitude avec une grâce qui le bouleversait. Elle ressentait ses émotions pleinement au lieu de les analyser cliniquement. Après 6 mois, il mit fin à la relation. Trop chaotique, trop imprévisible, trop menaçant pour son système de contrôle soigneusement construit. Il retourna à sa vie ordonnée, convaincu d'avoir fait le choix rationnel, mais quelque chose d'étrange commença à se produire dans les mois suivants. En salle d'opération,
Il remarquait soudain la rigidité de son approche. Comment il imposait des protocoles standards sans vraiment écouter les particularités de chaque cas. Comment sa perfectionnisme masquait parfois une peur de l'échec qui le rendait moins efficace, pas plus. Il commença à intégrer plus d'intuition dans ses décisions chirurgicales, à faire confiance à son expérience accumulée plutôt qu'à suivre aveuglément les protocoles. Ses résultats s'améliorèrent paradoxalement. Dans sa vie personnelle, il commença à remarquer comment son besoin de contrôle isolait les gens autour de lui, comment sa famille marchait sur des œufs pour ne pas perturber son ordre parfait, comment il avait sacrifié la spontanéité et la joie pour une illusion de sécurité. 3 ans après leur séparation, sans aucun contact entre eux, il reconnaissait que cette femme avait été un miroir psychologique essentiel. Elle n'avait pas causé son changement par sa présence, mais par l'absence qu'elle avait laissée. Une absence qui révélait en creux tout ce qu'il avait évité de ressentir pendant des décennies. Il ne chercha pas à la retrouver. Ce n'était pas nécessaire. La transformation qu'elle avait initiée vivait désormais en lui. Il avait intégré l'archétype qu'elle représentait, la capacité de danser avec l'incertitude, de faire confiance au processus, de lâcher prise sur le contrôle obsessionnel. Ce que cette histoire révèle sur la croissance silencieuse. Certaines personnes changent ta trajectoire psychologique non par ce qu'elles t'apportent, mais par ce qu'elles révèlent de toi-même. Leur départ ne termine pas leur influence, il la déplace simplement de l'extérieur vers l'intérieur, où elle peut vraiment transformer. Prends 3 respirations lentes maintenant. Sens comment la transformation continue même dans le silence. Pourquoi on ne peut pas remplacer une connexion destinée? Beaucoup essaient avec une détermination presque désespérée. Ils sortent avec quelqu'un de nouveau, espérant recréer cette intensité. Ils se distraient avec des activités frénétiques. Ils font semblant d'avoir tourné la page, performant la guérison plutôt que de la vivre réellement. Mais intérieurement, un vide caractéristique demeure, pas parce que la nouvelle personne est objectivement mauvaise ou inadéquate, pas parce que tu es incapable d'aimer à nouveau, mais parce que cette nouvelle connexion, aussi agréable soit-elle, n'a pas déclenché de croissance psychologique profonde. Elle ne touche pas les mêmes strates de l'inconscient. Elle n'active pas les mêmes archétypes en attente d'intégration. Elle ne confronte pas les mêmes complexes non résolus. L'amour destiné au sens archétypal ne concurrence pas les autres amours ordinaires. Il existe à un niveau de réalité psychique complètement différent. Ce n'est pas une question de degré mais de nature, pas d'intensité mais de fonction. Il ne s'agit pas simplement de chimie hormonale, aussi puissante soit-elle. Il s'agit d'évolution psychologique. Il s'agit de transformation de la personnalité totale. Il s'agit du processus d'individuation lui-même. Tu peux avoir de belles relations après une connexion destinée. Tu peux aimer profondément et construire quelque chose de significatif, mais tu reconnaîtras toujours cette différence de fonction. L'une t'accompagne dans la vie, l'autre transforme la structure même de ta psyché. Le destin met les 2 personnes à l'épreuve séparément. Pendant la séparation apparemment cruelle, la vie travaille sur chacune des 2 personnes avec une précision remarquable, pas de manière coordonnée consciemment, mais suivant une logique inconsciente qui dépasse la compréhension rationnelle. L'un apprend les limites psychologiques nécessaires, à dire non, à préserver son espace intérieur, l'autre apprend la responsabilité émotionnelle authentique, à assumer ses besoins, à communiquer sa vérité. L'un apprend le respect de soi, à ne plus se trahir pour être aimé, à honorer ses valeurs profondes. L'autre apprend le courage des sentiments, à ressentir pleinement, à ne plus anesthésier la vulnérabilité. L'un apprend à ne plus poursuivre compulsivement l'amour comme preuve de valeur personnelle. L'autre
apprend à ne plus fuir systématiquement l'intimité par peur de dissolution, et aucun ne voit l'ensemble du tableau pendant qu'il se déploie. C'est voulu ainsi, car si nous pouvions voir le plan complet de notre transformation, notre ego interviendrait pour le contrôler, le modifier, l'accélérer, le court-circuiter, et ce faisant, il détruirait la possibilité même de la transformation authentique. L'inconscient travaille dans l'obscurité pour une raison profonde. La chenille ne comprend pas qu'elle devient papillon. Elle vit simplement le processus de dissolution et de reformation. La compréhension vient après, pas pendant. L'univers enlève d'abord les illusions. Avant que des personnes liées par le destin archétypal puissent se retrouver dans une relation consciente et mature, les fausses croyances doivent absolument tomber. Ces illusions culturellement conditionnées qui sabotent systématiquement la possibilité d'un amour authentique, des croyances telles que l'amour véritable ne devrait jamais être difficile ou inconfortable. S'il m'aimait vraiment, il ne partirait jamais. Il resterait quoi qu'il arrive. Je dois mériter l'amour par ma perfection, mon utilité, mon sacrifice. Quelqu'un d'autre doit me compléter pour que je sois enfin entier. Ces croyances romantiques détruisent méthodiquement le véritable amour avant même qu'il puisse s'établir. Elles créent des attentes impossibles. Elles transforment l'amour en transaction. Elles font de l'autre un objet destiné à combler un manque intérieur. Alors le destin psychologique les arrache, douloureusement, car elles sont profondément enracinées, lentement, car la psyché résiste au changement, honnêtement, car seule la vérité libère vraiment. Chaque illusion qui tombe laisse un espace vide, un espace inconfortable d'incertitude. Mais c'est précisément dans cet espace que quelque chose de nouveau peut émerger, une compréhension plus mature, une capacité d'aimer plus authentique, une relation à soi plus honnête. Prends un instant pour identifier une illusion sur l'amour que tu as dû abandonner. Comment cette perte d'illusion t'a-t-elle paradoxalement libéré? Laisse cette question s'installer dans ton corps, pas seulement dans ton esprit. L'amour destiné ne repose pas sur le besoin mais sur le choix, puis arrive un tournant crucial dans le processus de transformation, un moment où quelque chose de fondamental bascule dans la psyché, un moment que tu ne peux pas forcer mais seulement reconnaître quand il arrive. À un moment donné, tu cesses d'avoir besoin d'eux, tu cesses de chercher en eux la validation de ta valeur, tu cesses de projeter sur eux la responsabilité de ton bonheur. Tu cesses d'attendre qu'ils comblent le vide que seul toi peux remplir. Et c'est exactement là, à ce point précis de maturation psychologique, que le destin recommence à bouger dans ta vie, non par coïncidence, mais par logique inconsciente profonde, parce que le véritable amour archétypal est une décision consciente entre deux personnes entières, non un mécanisme de survie psychologique entre deux moitiés qui s'accrochent l'une à l'autre, non une fusion symbiotique où les frontières du soi se dissolvent dans l'autre, non une dépendance mutuelle déguisée en romance. Quand les deux personnes peuvent se tenir debout seules, psychologiquement autonomes, émotionnellement responsables, spirituellement ancrées dans leur propre centre, alors, et seulement alors, l'amour devient possible dans sa forme la plus haute, quand l'amour devient un désir authentique et non une corde de sauvetage désespérée, l'alignement véritable commence à se manifester, pas comme un conte de fées, mais comme une rencontre consciente entre deux processus d'individuation qui se reconnaissent et se respectent mutuellement. Quand ils reviennent transformés. Quand des personnes liées par le destin archétypal se retrouvent après la période de séparation et de transformation, l'énergie relationnelle semble qualitativement différente de la première rencontre.
moins de peur anxieuse de perdre l'autre ou de ne pas être à la hauteur, moins de pression pour que la relation soit parfaite ou sauve de la solitude, moins d'ego défensif qui doit avoir raison ou contrôler le processus, plus d'honnêteté émotionnelle radicale, une capacité de dire sa vérité sans attaque, plus de calme intérieur, une paix qui vient de l'acceptation de soi, plus de clarté sur qui on est et ce qu'on veut vraiment. Ce n'est pas parfait dans le sens romantique naïf. Il y aura toujours des défis, des conflits, des ajustements nécessaires. Deux personnes entières qui se rencontrent ne fusionnent pas dans une harmonie sans friction, mais c'est conscient d'une manière radicalement différente. Chacun reconnaît ses propres ombres projetées sur l'autre. Chacun assume la responsabilité de ses propres réactions émotionnelles. Chacun respecte l'altérité irréductible de l'autre. Pas de jeu psychologique manipulateur pour tester l'amour. Pas de manipulation émotionnelle pour contrôler l'autre. Aucune incertitude torturante sur l'engagement mutuel. Seulement la reconnaissance profonde et sobre, cette reconnaissance plus mature que lors de la première rencontre. Cette foi plus profonde, non pas aveugle mais consciente, une foi basée non sur l'illusion romantique, mais sur la réalité psychologique intégrée. Il y avait une traductrice littéraire de 58 ans, spécialisée dans la poésie russe du XIXe siècle. Son métier consistait à transmettre non seulement les mots, mais l'âme d'une langue à une autre. Un travail de sensibilité extrême à la nuance, au rythme, à l'ineffable. Elle avait vécu seule pendant 12 ans après un divorce dévastateur. Ses années avaient été riches. Elle avait appris à habiter pleinement sa solitude, à transformer l'isolement en intériorité, à cultiver une vie intérieure d'une profondeur remarquable. À 56 ans, elle rencontra un restaurateur de manuscrits anciens lors d'une exposition. Ils avaient été présentés brièvement 20 ans auparavant, lors d'un colloque universitaire, mais aucun ne s'en souvenait clairement. Cette seconde rencontre fut différente, pas à l'intensité bouleversante de la jeunesse, pas la passion dramatique qui consume, quelque chose de plus sobre et paradoxalement plus profond. Ils reconnurent instantanément chez l'autre une qualité de présence rare, une capacité d'être pleinement là, sans agenda caché, sans besoin de performer un rôle social, une acceptation tranquille de la complexité humaine. Leurs premières conversations révélèrent des parcours parallèles étrangement similaires. Chacun avait traversé des années de solitude transformatrice. Chacun avait fait un travail psychologique profond sur ses blessures anciennes. Chacun avait appris à ne plus chercher chez l'autre la rédemption de ses manques. Ce qui les surprit le plus, l'absence totale de peur. Pas de peur de l'abandon, car chacun pouvait exister pleinement seul. Pas de peur de l'engloutissement, car chacun avait des frontières psychologiques claires. Pas de peur du rejet, car chacun s'était déjà accepté dans sa totalité imparfaite. Leur relation se développa lentement, organiquement, sans précipitation anxieuse. Ils n'essayaient pas de fusionner leur vie. Ils créaient quelque chose de nouveau qui honorait l'autonomie de chacun, tout en permettant une intimité profonde. Les conflits surgissaient, inévitablement, mais ils les abordaient différemment des relations précédentes, pas comme des menaces à l'amour, mais comme des opportunités de comprendre plus profondément les zones d'ombre de chacun. Pas comme des combats à gagner, mais comme des dialogues à approfondir. 5 ans plus tard, ils vivaient toujours dans des appartements séparés, mais passaient la moitié de leur temps ensemble. Cette structure inhabituelle reflétait leur compréhension mature. L'amour véritable n'exige pas la dissolution des frontières, mais le respect conscient de l'altérité. Ce que cette histoire révèle sur l'amour transformé,
Quand deux personnes se rencontrent après avoir fait le travail intérieur, la relation ne repose plus sur le besoin névrotique, mais sur le choix conscient. Elle ne comble pas un vide, elle enrichit une plénitude déjà présente. Elle ne sauve pas de la solitude, elle partage une solitude déjà habitée. Sans la différence entre chercher quelqu'un pour te compléter et choisir quelqu'un pour partager ta complétude. Cette distinction change tout. Et s'ils ne reviennent pas, le destin était tout de même réel. C'est la partie la plus difficile à accepter pour l'ego qui cherche la résolution narrative. C'est la vérité que beaucoup refusent d'intégrer. Mais c'est peu être la sagesse la plus profonde de toute cette réflexion sur le destin archétypal. Toutes les connexions fatales ne sont pas destinées à durer toute une vie dans la forme d'une relation continue. Certaines sont là pour briser les traumatismes générationnels qui se répètent inconsciemment depuis des décennies. Certaines pour enseigner l'amour de soi que personne ne t'avait jamais montré. Certaines pour éveiller la profondeur émotionnelle que tu avais systématiquement évitée. Certaines pour corriger radicalement ton chemin de vie, te réorienter vers ta vocation authentique. Elles ne sont pas venues pour rester physiquement à tes côtés jusqu'à la fin, mais pour te préparer psychologiquement pour ce qui vient ensuite, et cela ne les rend pas moins significatives dans l'économie de ton individuation. Cela les rend sacrées dans un sens profond, car le sacré n'est pas défini par la durée, mais par la transformation qu'il opère. Un moment sacré peut changer toute une vie. Une rencontre sacrée peut redéfinir toute une trajectoire existentielle. Une séparation sacrée peut libérer des chaînes inconscientes qui t'entravaient depuis l'enfance. L'ego veut la permanence. Il veut la sécurité de l'histoire qui se termine bien. Il veut la confirmation que l'amour signifie toujours rester ensemble physiquement. Mais l'âme connaît une logique différente. L'âme sait que parfois le plus grand amour consiste à se libérer mutuellement, à honorer la croissance même quand elle conduit sur des chemins séparés, à reconnaître que certaines connexions accomplissent leur fonction transformatrice précisément par leur nature temporaire. Pourquoi le destin semble d'abord cruel, puis miséricordieux? Regardons cette dynamique avec honnêteté psychologique radicale. Le destin archétypal ne protège pas ton confort superficiel, ne garantit pas ta sécurité émotionnelle, ne confirme pas tes préférences conscientes. Il protège quelque chose de plus profond, ton potentiel d'individuation. Il te brise le cœur avant de permettre que tu brises ton âme en acceptant une vie inauthentique. Il t'enlève des personnes avant que tu ne te perdes complètement toi-même dans une fusion destructrice. Il détruit tes plans soigneusement construits pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. Sur le moment, cela semble cruel, cela semble injuste, cela semble être une violence cosmique infligée sans raison apparente. L'ego souffre intensément de cette intervention qui contrarie ses désirs. Mais des années plus tard, avec le recul que seul le temps permet, tu comprends pourquoi tout devait se passer exactement ainsi, pourquoi cette séparation était nécessaire, pourquoi ce timing était parfait même s'il semblait terrible, pourquoi cette douleur était initiatique et non punitive. Tu vois comment cette expérience t'a préparé pour des rencontres futures plus conscientes. Tu reconnais comment elle t'a libéré de schémas répétitifs destructeurs. Tu comprends comment elle t'a forcé à développer des capacités psychologiques essentielles. Ce qui semblait cruel révèle sa dimension miséricordieuse. Non pas une miséricorde sentimentale qui évite la souffrance, mais une miséricorde profonde qui utilise la souffrance comme instrument de transformation. Pense à une perte qui t'a semblé cruelle sur le moment. Peux-tu voir maintenant comment elle t'a protégé de quelque chose de pire? Comment elle t'a préparé pour quelque chose de meilleur? Respire,
Dans cette reconnaissance, la seule chose qui arrive toujours. La vérité finale revenons, maintenant au point de départ, avec une compréhension approfondie. Quand deux personnes sont destinées l'une à l'autre au sens archétypal profond, la vie les oblige d'abord à grandir séparément. Elle ne les unit pas immédiatement dans la félicité romantique. Elle ne leur épargne pas le processus difficile de confrontation avec eux-mêmes. Elle ne court-circuite pas les étapes nécessaires de maturation psychologique. Elle leur enlève leurs illusions confortables sur l'amour, sur eux-mêmes, sur la vie. Elle les confronte brutalement à eux-mêmes, à leurs ombres, à leurs complexes, à leurs blessures non guéries. Elle les façonne progressivement en versions plus saines, plus conscientes, plus entières d'eux-mêmes. Et alors seulement, quand le travail intérieur a atteint une certaine maturité, le destin décide de la suite. Réunification dans une relation consciente et mature, ou réorientation vers des chemins de vie différents, mais également authentiques. Mais dans les deux cas, absolument dans les deux cas, tu n'en sors pas inchangé. Tu en sors transformé dans la structure même de ta personnalité. Tu en sors avec une compréhension plus profonde de toi-même. Tu en sors avec une capacité d'amour plus mature. Tu en sors plus proche de qui tu es vraiment censé devenir. C'est la promesse du destin archétypal. Non pas le bonheur facile, mais la transformation authentique. Non pas la relation parfaite, mais la croissance psychologique profonde. Non pas la fin de la souffrance, mais la transmutation de la souffrance en sagesse. Si tu lis ceci et penses à quelqu'un, si tu lis ces mots en ce moment et qu'une personne spécifique vient immédiatement à ton esprit, laisse cette vérité suivante entrer profondément en toi, pas superficiellement dans ton intellect qui comprend conceptuellement, mais profondément dans ton corps qui sait intuitivement. Si cela doit être, si cette connexion est vraiment destinée à se manifester dans une relation vivante, cela revient dans la paix intérieure, non dans la peur anxieuse de perdre une dernière chance, non dans la panique désespérée du temps qui passe, non dans l'agitation frénétique de forcer une réunion. Cela revient dans la paix qui vient de la confiance en ton propre processus de transformation. Ce qui est véritablement destiné ne demande pas l'auto-trahison comme prix d'entrée, ne demande pas que tu abandonnes tes valeurs profondes, ne demande pas que tu sacrifies ton intégrité psychologique, ne demande pas que tu trahisses ton propre chemin d'individuation. Cela demande seulement la croissance continue de soi, l'approfondissement de ta propre conscience, l'intégration progressive de tes propres ombres, l'ouverture courageuse à ta propre transformation. Et si cela ne revient pas dans la forme que tu espérais, si cette personne ne revient pas physiquement dans ta vie, si la relation ne se manifeste pas comme tu l'imaginais, alors reconnais ceci avec honnêteté radicale. Cette connexion t'a malgré tout conduit exactement vers la personne que tu devais devenir. Elle t'a montré des parties de toi que tu ignorais. Elle t'a forcé à affronter des blessures que tu évitais. Elle t'a éveillé à des possibilités que tu n'imaginais pas. Elle t'a préparé pour ce qui vient ensuite dans ton voyage. Et ce qui vient ensuite sera différent précisément parce que tu as été transformé par cette rencontre. Tu rencontreras les prochaines personnes avec plus de conscience. Tu choisiras les prochaines relations avec plus de sagesse. Tu aimeras les prochaines fois avec plus d'authenticité. Cela aussi, c'est le destin accomplissant sa fonction sacrée, non pas en te donnant ce que tu voulais, mais en te transformant en qui tu devais devenir. Respire profondément maintenant. 3 respirations, lentes et conscientes. Sens dans ton corps cette vérité sur le destin et la transformation. Laisse-la s'installer non comme une idée mais comme une réalité vécue. La reconnaissance finale, l'amour comme chemin d'individuation. Au terme de cette exploration, une vérité archétypale se révèle avec clarté. L'amour destiné au sens le plus profond
n'est pas une évasion de ton chemin d'individuation, c'est le chemin lui-même. Ce n'est pas une distraction de ton travail psychologique, c'est le travail psychologique dans sa forme la plus intense. Ce n'est pas une récompense que tu reçois après être devenu entier, c'est l'expérience qui te rend entier. Chaque connexion profonde, qu'elle dure une saison ou une vie, sert cette fonction transformatrice. Chaque amour qui touche vraiment ton âme modifie ta structure psychologique. Chaque séparation qui brise vraiment ton cœur ouvre de nouveaux espaces intérieurs. Le destin ne promet pas le bonheur romantique tel que la culture populaire le définit. Il promet quelque chose de plus profond et plus précieux. Il promet la transformation de la personnalité totale. Il promet l'éveil à ta nature véritable. Il promet le voyage vers ta propre totalité. Et parfois, ce voyage se fait accompagner d'une autre âme qui reconnaît la tienne. Parfois, ce voyage se fait dans la solitude fertile qui permet l'intégration profonde. Les deux chemins sont sacrés. Les deux chemins mènent à la même destination, devenir pleinement qui tu es. Si cette exploration t'a touché, si ces mots ont résonné avec quelque chose de profond en toi, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec ceux qui cherchent également à comprendre ces mystères de l'âme et de t'abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage de transformation ensemble. Merci pour ta présence, pour ton écoute, pour ton engagement dans ton propre processus d'individuation. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner à notre chaîne. Merci pour ton soutien.